Flaoun, bonsoir. Décidément, c'est le même refrain qui revient avec ce régime. On ne change jamais une équipe qui perd. Oui, je devrais dire, on ne change jamais une équipe qui gagne. Mais en Algérie, les choses fonctionnent différemment. Vous vous soulevez pour un changement du système, on vous impose un nouveau président. Vous scandez Daoula Madaniya, Machi Askariya, on vous impose une nouvelle constitution. Vous demandez l'indépendance de la justice, on vous répond « tu es un Khabarji ». Va comprendre où est le problème. Aucune perspective pour Tebboune et ses ministres. Le gouvernement auquel il avait appelé, nous promettons la nouvelle Algérie en changeant la pratique de gouvernance, a lamentablement échoué. Un gouvernement qui a montré ses limites, prouvant par là même son incapacité à se mouvoir dans le périmètre que lui a tracé l'état-major. Pour exemple, la nomination et l'annulation au poste stratégique de DG des douanes où Tebboune a été humilié. Aucune perspective économique, aucune solution liée à la vie de plus en plus dure de nos compatriotes n'a été proposée. Une crise sanitaire qui n'a pas été anticipée. Une diplomatie timide, timorée, comme si nous n'avions pas les ressorts et les moyens d'imposer des solutions au mieux de nos intérêts vitaux. Un pouvoir qui n'est pas incarné, car on manque de projets clairs. Oui, ce gouvernement n'a surpris personne, car il est issu d'une élection qui ne répond à aucun standard démocratique. D'où son incapacité à se mettre en action, car il prêche par son manque évident de légitimité et par conséquent de légalité, rendant obsolètes toutes les initiatives. Ce gouvernement n'étant ni politique ni technocratique, met en péril l'équilibre de la nation. Le remaniement ministériel à la marge ne répond à aucune logique politique, ni à d'éventuels équilibres, à part peut-être le poste de ministre de l'énergie qui répond à des considérations d'ordre clanique. La crise protéiforme, crise de légitimité, crise morale, crise économique, crise politique, crise démocratique, crise identitaire. Tebboune et son remaniement ministériel interviennent dans un contexte fragile pour le régime, pour ne pas dire dont il est dans une vraie crise. On est par le mouvement populaire qui prépare son retour après le déconfinement avec les mêmes revendications. Libération des détenus, système dégage, non au recyclage et au replâtrage, une transition démocratique. Autant de slogans dignes de traduire la volonté du peuple en projet de société. Mais comme le dit l'adage, le cri du peuple n'est pas rarement entendu, même s'il est assourdissant. Monsieur Tebboune, votre manque de légitimité hypothèque gravement l'avenir du pays tout entier. À ceux qui décident, écoutez votre peuple, oui, le peuple. On ne peut pas gouverner un pays contre la volonté populaire. شبيبة نايضة راو داير روح وما يسمعش، المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش، الخمسة ماكلة
الشاب زوالي من التخمام غرقتو في الزط لا راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال محدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين. Algérie, un régime qui navigue à vue, c'est le titre de notre émission ce soir et j'ai le plaisir pour en parler de ce sujet. Le Rachid Mouqrani, militant politique qui interviendra dans cette émission via Skype depuis la France. Rachid Mouqrani, merci d'être avec nous. Bonsoir. Salam alaikum, merci surtout à vous de l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci Rachid. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission Adel Jabbar, analyste politique, depuis le Canada via Skype aussi. Adel Jabbar, marhaba bik, bonsoir. Allah yassalmak Nasser, merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à notre peuple. Merci Adel Jabbar. On aura aussi dans cette émission Hamid Alouane qui est professeur d'économie. Beaucoup de questions bien sûr seront posées sur l'état de notre économie et la situation économique dans notre pays. Nazim Zaidi, militant politique qui sera avec nous depuis Alger aussi. Adel Jabbar, je vais commencer cette émission par vous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du remaniement ministériel ? Est-ce que c'est ce qu'il demande le peuple algérien? Le remaniement en lui-même est un événement. Le peuple est en train de demander, d'exiger, non pas depuis le 22 février 2019, un départ complet, donc un remaniement du régime dans toute sa profondeur, c'est-à-dire son déracinement et son remplacement par un régime démocratique, légitime, élu, qui sort des urnes. Ce remaniement-là est le reflet d'une volonté d'un pouvoir qui est complètement autiste, qui ne veut pas écouter, qui fait à sa tête. C'est un pouvoir ou c'est un régime dont la seule spécialité est le coup de force. Donc il n'écoute personne. Il fait ce qu'il veut. Pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure concernant ce gouvernement ne représente strictement rien pour l'immense majorité des Algériens parce qu'il n'a pas été élu. Il a été désigné par les véritables détenteurs du pouvoir, comme ils ont désigné son chef. Il n'est pas issu d'une majorité parlementaire, il n'a pas été plébiscité par le peuple. Et donc c'est pour nous un corps étranger qui ne répond pas aux aspirations du peuple et à ses revendications. Très bien. Rachid Mouqrani, Adel Jabbar nous dit que c'est un corps étranger, ce remaniement ministériel, on peut dire, il parle du gouvernement. Comment vous voyez les choses? Quelle est votre lecture? Alors que les Algériens ont des revendications très très claires, c'est le changement du régime, le changement du système. Mais là, on est en train de vivre un replâtrage du système politique. Alors, merci Nasser. Premièrement, si vous permettez, je place d'abord la question dans le contexte, le bon contexte, parce que quand on parle du changement de régime, ça c'est l'objectif suprême en fait. C'est l'essence même de cette révolution du sourire qui a éclaté un 22 février 2019. Maintenant, ce remaniement-là du gouvernement d'hier, c'est un événement que je qualifie, en fait, il n'obéit pas à aucune logique de remaniement conventionnel dans les démocraties. Parce que un remaniement gouvernemental, on le voit traditionnellement soit parce qu'il y a une démission d'un membre du gouvernement, donc oblige le remplacement, soit il y a une impopularité tellement gênante que le chef du gouvernement ou le Premier ministre soit obligé de changer cet élément ou ces éléments-là qui sont contestés par le peuple, ou alors un renouvellement partiel, par contre, après épuisement au moins de 2/3 de leur mandat, ce qui n'est pas le cas parce qu'ils ne sont là que depuis bientôt presque 6 mois. Alors, ce remaniement-là, ça n'obéit pas aux règles conventionnelles des remaniements dans une démocratie. Je qualifie donc de très peu d'importance politique, si ce n'est des considérations purement techniques à l'intérieur. Donc,
peut-être on s'est rendu compte comme quoi il y a quelques ministres qui sont peut-être pas assez confortables dans leur poste et que un remaniement, un changement exige pour rafraîchir un petit peu dans un contexte d'un blocus commun politique qui est dans une situation politiquement assez critique. Donc ça donnera peut-être un petit peu d'air pour l'exécutif en fait, mais politiquement pour le peuple ou pour justement cette transition que nous vivons, ça ne signifie pas beaucoup de choses à mon avis. Très bien. Adel Djebbar, si on revient un peu, pourquoi le régime, pourquoi donc ce régime ignore les revendications du peuple algérien et essaye donc de replâtrer et dire que le problème est dans la forme et qu'il n'est pas dans le fond? Mais le régime est dans sa logique, comme tous les régimes totalitaires, les régimes qui s'inspirent des bureaucraties staliniennes. Donc c'est des régimes qui n'écoutent pas, parce que leur essence, leur matrice, leur ADN, c'est le coup de force, c'est la puissance des armes, et non pas la puissance de la légitimité démocratique. Donc il fait fi de tout ce qu'on lui demande pour nous écouter, et puis il impose sa volonté. Les bureaucraties staliniennes se sont toujours affirmées par des remaniements organiques. Moi, je me rappelle, quand j'étais en Algérie dans les années 80, quand on nous demandait de procéder à la restructuration des entreprises, on se mettait à dessiner des cases, des organigrammes pour loger des gens, pratiquement des demandeurs d'emploi ou des pistonnés ou des gens qui nous sont recommandés. Mais il n'a jamais été question de faire une véritable ingénierie de l'entreprise ou sa réingénierie, c'est-à-dire inventer l'intelligence de l'entreprise, la recadrer, lui préciser, lui donner une vision, lui préciser sa mission et lui inventer une nouvelle vocation qui cadre avec la conjoncture du moment, avec l'environnement économique, social et politique. C'est exactement le cas de cette bureaucratie du régime algérien. Il n'y a pas de vision, il est en train de naviguer, de faire de la rasemotte sans outils, sans instruments de mesure, sans radar. S'il est en mer, il n'a même pas de sonar. Donc, c'est des gens qui sont en train d'aller n'importe où. Ce qui est certain, c'est que ce n'importe où va être une destination finale, un mur en béton devant lequel ils vont se fracasser et nous nous fracasserons avec eux. Donc, il n'y a pas de logique propre à ce régime. Si on essaie de rentrer dans sa tête, nous allons réfléchir de la même manière qu'eux. C'est-à-dire nous allons devenir des jusqu'au-boutistes. Mais Adel Djebbar, donc pourquoi donc ce remaniement alors qu'on a vécu des semaines de confinement avec le coronavirus? Comment peut-on évoluer le travail d'un ministre juste 6 mois après et presque 3 mois de confinement? Je te dis, pour moi personnellement, ce remaniement est un non-événement. Maintenant, pour étayer mes arguments et les renforcer, les solidifier, je te dirais que nous sommes dans une phase économique et financière extrêmement critique. Nous n'avons pas d'argent. On crie à la collecte d'argent. Le gouvernement, par l'entreprise de son chef, avait fait un appel aux dons auprès des Algériens. Je pense qu'ils avaient collecté de force, parce qu'ils avaient fait des retraits de salaire, $1 million en 10 jours. Aujourd'hui, on est en train d'enfler ce gouvernement-là. On est en train d'avoir le gouvernement le plus lourd du monde et de la planète. Un pays qui est en ruine économiquement, qui fait face à une terrible crise économique et financière et qui se permet le luxe d'avoir une armée de bureaucrates. Je ne sais pas. Moi, je vous donne juste un petit exemple. Moi, j'étais un des anciens cadres de l'agriculture. Vous allez mettre un ministre de la pêche dans un pays où il n'y a aucune pêche possible. Notre littoral est complètement infesté de produits chimiques. Nous n'avons pas de poissons. La biomasse en Algérie est estimée depuis 1962 par les océanographes de la colonisation à 350 000 tonnes an, essentiellement du pélagique, du bleu. Et donc, chaque année,
chaque bonne ou mauvaise année, l'Algérie sort les mêmes chiffres pour dire elle puise 180 000 tonnes de stock de sardines et d'anchois. Allez trouver des anchois en Algérie aujourd'hui. Allez sortir de la sardine. Les pêcheurs algériens ne vont qu'à 2-3 miles parce qu'ils ne sont pas équipés, parce qu'il n'y a plus de ressources halieutiques. Nous ne sommes pas la Mauritanie qui pompe 350 000 tonnes chaque année, ou le Sénégal, qui est à peu près à 180-190 000 tonnes de poissons nobles. Et donc, en quoi consiste la nomination d'un ministre de la pêche? Celui-là même qui a été un jour à Madagascar pour leur dire « nous allons vous faire bénéficier de notre technologie », c'est-à-dire la ruine. On n'est pas capable de sortir un poisson de l'eau dans ce pays-là. Maintenant, j'ai passé en revue beaucoup de vice-ministères. On est en train de caser des petits copains, pas plus. A-t-on besoin de quelqu'un qui s'occupe de l'industrie pharmaceutique dans un pays où c'est le privé national qui est en train de produire la majorité des médicaments, le joyau que nous avions à l'époque, qui était à Médéa, je pense, j'ai oublié le nom de cet immense complexe pharmaceutique, Sidal, je pense, il a été ruiné, il a été détruit. Tous les PDG qui sont passés là-bas, ils ont malheureusement fini en prison. Non, c'est terrible. Ce pouvoir-là est machiavélique. Restez avec nous, Adel Djebbar. Je reviendrai à vous. Hamid Alouane, professeur Hamid Alouane, qui nous a rejoint. Donc, il est économiste. Professeur Hamid Alouane, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et permettez-moi de vous saluer par le salut de l'islam. Je vous dis assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Marhaba bik, si Hamid. Comment vous voyez ce remaniement, Monsieur Alouane? Quelle est votre lecture 6 mois juste après donc l'instauration de Tebboune? Comment peut-on évaluer donc le travail des ministres 6 mois après et surtout, il faut dire qu'on a passé presque 3 mois, plus de 3 mois de confinement. Est-ce que c'est logique, ce remaniement? Permettez-moi aussi de vous dire, monsieur, que l'Algérie aujourd'hui a une période difficile. Et pour cela, je vais vous dire que le remaniement ministériel ou bien gouvernemental, ça se passe dans 3 cas. Dans tout le monde ou bien dans tous les politiques. Généralement, il y a 3 cas. Il y a la démission de ministres ou bien de ministres, 1 ou 2 ou 3. Deuxième cas, est-ce que l'Algérie allait devant la démission? Non, ce n'est pas le cas. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une contestation populaire produite par un échec de confiance? Ce n'est pas le cas aussi. Et troisièmement, c'est le renouvellement. Est-ce que le gouvernement algérien a passé au moins 2 tiers de mandat? Et ce n'est pas le cas. Et c'est pour cette raison-là, je vais vous dire que l'Algérie aujourd'hui, ou bien le premier patron de l'Algérie, il est en train de faire d'éveiller les politiques algériens. Sachez que l'Algérie aujourd'hui, elle a besoin de stabilité politique et économique. C'est pas juste de faire. Professeur Hamid Alouane, je pense qu'on a perdu professeur Hamid Alouane. On essaiera de le recontacter si c'est possible. Nazim Zaidi, qui nous a rejoint. Donc Nazim Zaidi, qui est militant politique. Nazim Zaidi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Nazim Zaidi, si on revient un peu sur la situation politique de notre pays, bien sûr le peuple s'est soulevé le 22 février 2019, plus d'une année, pour un vrai changement au niveau du système, un vrai changement de gouvernance. Mais malheureusement, on est en train de voir que le régime n'a pas changé, il ne veut pas changer. Au contraire, bien au contraire, il est en train toujours dans sa logique de nous faire encore un remaniement qui ne sert à rien. Qu'est-ce que vous en pensez de cette manœuvre, Nazim Zaid?
Alors, pour répondre au remaniement ministériel, je préfère utiliser une phrase qui n'est pas à moi, c'est celle de Tabou, qui disait « Ils font semblant de tout bouger pour que rien ne bouge ». Et c'est exactement ça. Ils font semblant de tout bouger, mais rien ne bouge et rien ne change. C'est pour ça, vous pensez bien que le peuple, quand il a dit « Tnahaouga » n'avait pas tort, il sait pertinemment que le changement en Algérie ne viendra pas de ceux qui ont participé au désastre de l'économie algérienne, au désastre, à la destruction de la société algérienne pendant plus de 20 ans, et je dirais même encore plus depuis 62 à aujourd'hui. Les politiques, 6 mois, le président Abdelmadjid Tebboune a un bilan au bout de 6 mois. Si on fait le bilan de la présidence d'Abdelmadjid Tebboune et du gouvernement Djadad, en dehors de la répression et des restrictions des libertés, on n'a vu aucun projet, aucun développement socio-économique, et donc le peuple n'est pas en tort quand il dit que même eux doivent partir. Très bien. Et pourquoi donc ce remaniement, Nazim Zaidi? Est-ce que vous pensez que c'est une question de légitimité? Est-ce que vous pensez que Tebboune veut faire passer un message que c'est lui le premier patron? Je pense que ça fait partie parce que si vous remarquez, depuis le confinement, depuis la suspension des manifestations, il y a une certaine légitimité médiatique qui s'est créée autour du président de la République. On a vu plusieurs fois des sorties médiatiques, des enregistrements médiatiques, parce qu'aucune question n'a été posée sur les sujets sensibles et importants du pays. Mais ces sorties-là, la multiplication des sorties, un remaniement ministériel, des changements au niveau de l'armée, montrent une image de c'est moi le président de la République. Et donc, le peuple algérien dira à l'avenir que vous êtes le responsable de ce qui se passe. Et donc, oui, il y a une part de légitimité qui est recherchée, mais c'est une légitimité médiatique et non pas populaire. Et comme vous savez, quand on n'a pas une légitimité populaire et qu'on a une crise économique qui nous tombe dessus, les révolutions sont généralement arrivent. Sauf que l'Algérie a connu une révolution avant la crise économique, du moins avant la grosse vague de l'impact de la crise économique sur le peuple. Et quand on ajoute à cela une crise économique, je pense que ce pouvoir-là doit comprendre qu'il est temps qu'il ait la volonté politique de partir, parce que le peuple n'abdicera pas, ne changera pas. La répression n'a absolument rien changé, bien au contraire. On voit maintenant des réactions plus vives quant aux arrestations, comme vous l'avez vu à Tizi Ouzou, que ce soit à Bdjaya et à Ouagla hier. Les gens manifestent pour les détenus, alors qu'auparavant, il y avait des arrestations. On protestait contre cela, mais là, il y a une création réelle d'une nouvelle forme de protestation qui s'est vue à Tizi et à Ouagla en 2 jours. Et donc, ce régime, s'il pense que par la répression et par des sorties médiatiques et des petites opérations politiciennes, il arrivera à transformer la protestation populaire comme une protestation sociale, comme ce fut le cas de certaines manifestations depuis quelques jours qui ont été médiatisées. Je pense qu'il est dans le faux et que la seule légitimité qu'il peut avoir viendrait du peuple, et le peuple ne le lui a pas donné. Donc la volonté politique de changement, s'ils ont une once d'amour envers cette patrie-là, ils devraient éviter d'aller et de continuer dans cette répression, parce que la crise économique arrive et c'est le peuple algérien qui sera le perdant et ils seront responsables de cela. Très bien. Restez avec nous, Nazim Zaidi. On me dit que professeur Hamid Alouane est de retour. Il est avec nous. Monsieur Hamid Alouane, est-ce que vous m'entendez? On l'a perdu, on me dit une autre fois, espérons l'avoir dans cette émission. Rachid Moukrani, je reviens à vous. Est-ce que vous pensez que vous partagez l'avis que ce remaniement, c'est beaucoup plus un show médiatique, comme le dit Nazim Zaidi, et c'est beaucoup plus une forme de manque de légitimité par rapport à Tebboune et ceux qui l'entourent? Plus ou moins. Donc, j'ai précédé avant, j'ai précisé comme quoi, politiquement, si ça n'apporte pas vraiment de lecture ni de sens politique, ce remaniement apportera certainement un air frais pour l'exécutif. Un air frais, ça veut dire au sein de l'exécutif, donc il y a un renouvellement de certains postes, donc peut-être de nouvelles dynamiques, même miniatures,
signatures au sein des services, au sein des cabinets. Ça, c'est un point. Le deuxième point, bien sûr, ça fera de la matière médiatique. Et ça, bien sûr, c'est toujours bien quand même de faire parler de l'exécutif autant qu'on peut, parce que ça les aidera en quelque sorte, certainement, à avoir au moins une partie de l'opinion publique. Voilà, c'est ce que je peux en ajouter par rapport à ça. Rachid Moukrani, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. Donc, vous pensez que vous pensez bien sûr que ce remaniement ne sert pas, bien sûr, les revendications du peuple algérien, mais bien au contraire, c'est un défi par rapport à cette volonté populaire d'un changement radical du système. Écoutez, je ne sais pas, est-ce qu'on est obligé à chaque fois de tout mettre dans un même panier. Je me demande, est-ce qu'il n'était pas temps maintenant d'appeler les choses par leur nom. Maintenant, quand par exemple, j'ai entendu notre compatriote Nazim parler du peuple, il disait que ce peuple n'accepte pas ce peuple. L'usage par exemple de ce mot peuple est tellement abusé parfois que ça devient un usage réducteur, parce que si chacun de nous se permet de regarder les gens qui lui ressemblent et qu'il qualifiait de peuple, ça veut dire qu'il y aura autant de peuples que de militants en Algérie. Maintenant, le peuple en Algérie, il y a un seul peuple. Quand on parle de légitimité, bon, le président de la République aujourd'hui, on sait très bien les conditions dans lesquelles les élections du 12-12 ont passé. On sait très bien qu'il y a un large boycott des élections, mais il y a quand même une partie des Algériens qui ont voté. Maintenant, aujourd'hui, nous avons un président. Nous avons un président qui a une légitimité juridique, une légitimité de la loi, qui est reconnue internationalement, qui prend les décisions, qui signe les décrets présidentiels. Est-ce qu'on va continuer toujours dans la même logique et foncer sans réfléchir, sans prendre de recul pour chercher la solution? Est-ce qu'on continue toujours dans la logique du blocus, justement, qui s'appuie sur... Mais Rachid Moukrani, Rachid Moukrani, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Est-ce qu'aussi on doit accepter le fait accompli? Parce que ce n'était pas le choix des Algériens. Et vous le savez très bien que c'était une élection qui n'était pas nette, qui n'était pas transparente. Et beaucoup d'observateurs le disent, que c'est un président qui a été imposé. Très bien. Accepter le fait accompli, pour moi, c'est de ne pas faire le vrai constat et c'est de ne pas affronter la réalité. Parce que changer la réalité, la première étape, c'est déjà d'en prendre conscience de cette réalité. Aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est que nous avons un pouvoir en place. Nous avons un président, il n'est pas seul. Ce président-là, il est entouré d'institutions militaires, d'institutions sécuritaires, d'institutions administratives. Donc, ce pouvoir-là, et nous avons ce pouvoir-là en face, et nous avons le peuple aussi en face aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'on continue à foncer tout le temps dans la même direction, ou bien on prévoit, ou bien on envisage une autre approche, où on se dit, tiens, on demande à ce régime de partir, il ne veut pas partir, je prépare l'alternative et je négocie, ou bien j'incite à ce qu'il parte au fur et à mesure. Pourquoi maintenant? On est en quelque sorte, on vit certaines divisions qui sont parfois désolantes au sein même des rangs des militants. Aujourd'hui, il y en a plein de gens qui ne veulent pas accepter la réalité, comme quoi le Hirak qui a permis d'avoir autant d'acquis, c'est le Hirak de 22 février où les 48 milliardaires ont participé. Très bien, Rachid Moukrani. Donc ça, c'est votre avis. On essaiera d'écouter bien sûr l'avis de Adel Jabbar. Adel Jabbar, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qui est en train de dire Rachid Moukrani, que le pouvoir, il est là, on ne peut pas l'ignorer, c'est lui qui signe le décret, il parle bien sûr de Tebboune, bien sûr le peuple est là aussi, mais on doit trouver une autre approche. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Jabbar? Moi, je suis diamétralement opposé à cette vision des choses. D'abord, cette révolution n'est pas l'œuvre des militants, c'est celle de tout un peuple qui s'est révolté de façon pacifique, d'une manière extraordinaire, tout à fait inédite. Donc, il n'y a pas de militantisme là-dedans. Il y a une cause nationale. Elle est bâtie autour d'une seule idée,
d'un seul état d'esprit. C'est une révolution de fond qui devra permettre aux Algériens d'accéder à la liberté. Ils ne demandent qu'à être libres. Les Algériens crient dans la rue « istiqlal », ça veut dire qu'ils sont dans l'état de celui qui se sent colonisé. Donc ça, c'est pour clarifier les choses. Donc ce n'est pas du militantisme que les Algériens sont en train, ils sont dans une phase non pas évolutionnaire, mais révolutionnaire. Ils sont en train de demander un changement radical de ce régime-là. Maintenant, accepter le fait accompli, accepter le coup de force, et se dit, c'est se résigner. Ce n'est pas l'esprit révolutionnaire. Un révolutionnaire ne se résigne jamais. Comme je l'ai tout le temps dit, cette révolution n'est pas un contrat à durée déterminée. On est en train d'essayer de lutter pendant une année, puis quand on voit que ça ne marche pas, on abandonne et on rentre dans les rangs et on reconnaît le pouvoir autoritaire, illégitime de celui qui s'est accaparé de ce pouvoir-là par la force. Tebboune, on l'a dit, on avait prévenu avant le 12-12 pour dire si, advenant un coup de force et une désignation par la force d'un président de la République, entre guillemets, ce sera le président le moins bien élu et le plus fragile de l'histoire de l'Algérie. Il n'a aucune légitimité populaire à l'intérieur et il n'a aucune force vis-à-vis de l'étranger. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'étranger, il ne fait que quémander une reconnaissance en contrepartie de quoi on offre des services, on offre des biens, on ouvre le pays, on ouvre son économie, etc. Moi, je suis contre le fait de dire ils sont là, je les accepte. Moi, je ne les accepte pas, je ne les ai jamais choisis, je ne les ai jamais élus. Je ne peux pas me faire marcher sur les pieds par quelqu'un qui vient. Je me suis absenté de chez moi, je rentre le soir à la maison, je le trouve confortablement assis dans le salon de ma maison et il me demande de ce que je fais là. Ce pays-là n'appartient pas à Tebboune ou aux généraux, il appartient au peuple algérien. C'est Adel Djebbar, il y a des formations politiques qui disent qu'il faut trouver un consensus, qu'il faut tendre la main à ce régime. Est-ce que vous pensez qu'on doit tendre la main à ce régime ou qu'on doit dire qu'on ne peut pas négocier avec ce régime et que le peuple algérien, quand il s'est irrigué 2019, février 2019, 22 février 2019, c'était très clair dans ses revendications. C'est de bâtir cette nouvelle Algérie. Replaçons les choses dans leur contexte et disons la vérité. Disons-nous d'abord la vérité avant de la dire aux gens qui sont en train de nous écouter. Les Algériens, quand ils sont sortis dans la rue, je ne parle plus de peuple, je parle des Algériens. L'immense majorité des Algériens qui ont battu le pavé pendant 56 semaines avant de s'arrêter ont demandé une seule chose. Ils ont demandé à ce régime-là de disparaître de leur vue parce que leur vie est un enfer. Un. Deux, les revendications du peuple. Je reprends la formule du peuple parce que véritablement, le peuple, ce n'est pas des fantômes qui sont descendants. Ils ont transcendé, toutes les idéologies, ils ont transcendé les partis politiques et ils ont transcendé les espèces ou les pseudo-élites politiques organiques qui sont en train de bouffer avec le régime et de faire semblant d'être du côté de la revendication révolutionnaire du peuple algérien. On a bien vu des responsables politiques arborer le drapeau autour du cou, sortir jusqu'à la 14e semaine, puis virer de bord. Donc, cette histoire-là, de se dire il faut écouter les partis, il n'y a pas de parti, tous les partis politiques algériens qui existent, à l'exception probablement d'un ou de deux, qui sont restés authentiquement honnêtes. Tous les autres sont dans la mangeoire du système. C'est la création du système. Et ils sont en train comme ils l'ont fait en 92. Ils ont été créés par le système, ils ont travaillé avec le système, ils ont obéi aux ordres du système. Là, ils se sont recroquevillés dans une espèce comment dirais-je, d'opposition dite. Et puis, les revoilà revenir à leur véritable nature. Et donc, qu'on ne me raconte pas des choses pour me dire non, il faudrait que, s'il y a quelque chose à faire, c'est au pouvoir de prouver sa bonne foi. Gaïd Saleh, celui qui nous a mis dans cet enfer, avait dit « Nous accompagnons le peuple. Nous allons appliquer le 7 et le 8, donc les articles de la Constitution. » Il a appliqué le 102, puis il a fermé les portes,
Et puis, il a commencé à débiter des insultes à partir de ses garnisans, à nous traiter de chefs d'IMA, de moins que rien, etc. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Celui qui l'a remplacé, c'est la voix et la voix de son maître. La voix avec un OIE et la voix avec un X. Et donc, rien n'a changé. Ce régime-là est dans sa logique totalitaire. S'il y a quelque chose à faire, c'est à ce régime de prouver sa bonne foi, d'écouter les gens qui sont en train de lui contester sa légitimité et de dire « je m'ouvre à vous ». Il arrête sa répression, il arrête d'envoyer ces cavaliers de l'apocalypse ramasser des Algériens chez eux dans la nuit, comme le faisait France à l'Istimar. Et donc qu'il arrête. La seule chose qu'il a réussi ce régime-là, surtout depuis la venue de Tebboune, c'est la répression. Et l'appareil répressif comment dirais-je, indûment appelé justice, parce qu'il n'y a pas de justice en Algérie, il y a un pouvoir répressif qui ordonne à ses exécutants habillés en blouse noire de mettre des gens en prison. C'est tout. Donc s'il y a une ouverture, c'est à lui de le dire. Maintenant qu'on nous sorte l'histoire de « ramenez-nous vos champions », nos champions sont connus. Vous les avez tous incarcérés. Les Algériens sont prêts demain non pas à désigner, mais Très bien. à proposer une dizaine de personnes, ou 5 ou 6 ou 7 personnes, pour pouvoir négocier avec eux. Puis il faudrait que le pouvoir affiche sa bonne foi pour dire « ouf, je suis prêt à vous écouter, à négocier avec vous ». Moi, je ne peux pas céder devant devant la force de la mitraillette, parce que si la mitraillette était de mon côté, croyez-moi, ils ne se comporteront pas comme ça, puisque le rapport de force sera équilibré. Très bien, restez avec nous, Adel Jabbar. Nazim Zaidi, je reviens à vous. Est-ce que ce régime a l'intention d'écouter son peuple quand on voit ses pratiques? Lui qui dit nous sommes dans une Algérie nouvelle, une nouvelle façon de gouverner, on va ouvrir le champ politique. Il donne l'image d'une ouverture médiatique, il reçoit des journalistes, il fait des conférences de presse. Est-ce que vous pensez on peut faire confiance à ce régime? Est-ce que vous pensez que le peuple aussi doit comprendre que c'est une question de rapport de force, comme l'a dit Adel Jabbar, et qui ne doit pas reculer devant ces revendications? J'aimerais d'abord, avant de répondre à votre question, répondre à mon ami Rachid. Un droit de réponse s'impose. Le pouvoir algérien a suffisamment interdit aux politiques algériens de parler au nom du peuple pour qu'un militant politique interdise à des militants de parler au nom du peuple. Ce n'est parce que le pouvoir parle au nom du peuple, le juge juge au nom du peuple, et tout ce qu'il fait, il le fait à l'encontre du peuple. Et aujourd'hui, je suis sur un plateau avec des militants politiques d'un niveau intellectuel élevé qui ont une formation politique et qui disent qu'il ne faut pas utiliser le terme peuple. Je crois qu'il y a un réel problème. Et c'est malheureux d'entendre ça de la part d'un militant, si je ne me trompe pas, cadre de Djil Jadid. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que certains hommes politiques algériens ont subi une déformation professionnelle. À force comme étant vétérinaires, à force de travailler avec des animaux, ils ont développé un flair qui a été retransmis à leur cadre, qui peut flairer les opportunités et l'opportunisme. Et l'appel du mangeoire est plus fort que tout. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ceux qui veulent donner des leçons au peuple algérien ne peuvent pas le faire quand ils ne connaissent pas ce que signifie se réveiller le matin et vérifier sa boîte aux lettres. Sommes-nous convoqués au commissariat pour aller en prison ou pas? Le peuple algérien et les militants politiques algériens sont tous en liberté provisoire. C'est malheureux de le dire, mais c'est une réalité. Et qu'on nous dise que c'est au peuple de faire l'effort de comprendre les pouvoirs, il y a un réel problème politique. On a inversé la vapeur. Ce n'est pas le peuple qui doit répondre favorablement au pouvoir, mais c'est au pouvoir de répondre favorablement, comme le disait notre ami Djabbar, à une volonté politique de trouver des solutions politiques à une question politique. Et la question politique, c'est le départ et le changement du système et du régime algérien. Ce changement ne peut être effectué que par l'acceptation réelle de ce système-là, d'un départ éventuel qui pourra, à ce moment-là, être négocié avec le Hirak. Le Hirak n'a pas de leader, c'est une réalité, mais qu'on ne nous reproche pas de ne pas avoir fait de certains politiciens des leaders. Parce que le terrain a prouvé, et personne au sein du Hirak ne pourra contester
que M. Bouchachi est un des leaders, M. Boumela est un des leaders, Karim Tabou est un des leaders, Samuel Belhamdi est un des leaders, et en dehors de Bouchachi, ils ont tous écopé de peine, ils ont fait de la prison. Et certains sont encore en prison. Il y a 73 détenus politiques, et on veut nous dire que c'est le peuple qui a tort, qui doit accepter la réalité des choses. Non, la réalité des choses, c'est qu'il y a un peuple qui est pris en otage par un pouvoir. C'est ça la réalité de l'Algérie. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas que le peuple refuse un pouvoir. C'est le pouvoir qui a pris en otage un peuple qui est en train de faire sa révolution et qui va continuer sa révolution pour un changement pacifique. Si nous avions affaire à une révolution qui n'était pas pacifique, je pourrais comprendre certaines remarques et certains appels. Mais nous avons une révolution qui est pacifique, une révolution qui a fait preuve d'une conscience politique immense en suspendant ses marches pour le Covid-19, mais le pouvoir n'a pas suspendu sa répression contre ce mouvement-là. Donc, entre les deux, je crois que la politisation et le niveau est plus du côté du peuple. La balance est vers le peuple plutôt que vers le pouvoir et vers tous les hommes politiques, parce que le malheur dans ce pays, c'est qu'il n'y a pas eu d'hommes politiques forts qui ont pu avoir des partis politiques. Certains partis politiques sont des partis de relais du pouvoir, comme le disait votre invité. D'autres partis ont décidé de rejoindre d'une certaine manière le pouvoir. Et aujourd'hui, le peuple demande la dissolution du FLN, le ministère de l'Intérieur veut dissoudre le RCD. Il y a un réel problème, ils n'entendent pas ce que le peuple dit, comme ils entendaient Bouteflika parler, qui ne parlait pas, ils n'entendaient pas le peuple qui disait « Tazahlo ». Très bien. Restez avec nous, Nazim Zaidi. Rachid Moukarani, on ne peut pas inverser l'équation de la situation politique en Algérie. C'est au pouvoir d'écouter le peuple. Dit Nazim Zaidi, il dit que le pouvoir a pris en otage le peuple. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. D'abord, je rebondis très brièvement sur sa réponse. En fait, c'est toujours désolant, de voir autant de déformations de propos. D'ailleurs, vous en êtes devenu professionnel. À chaque fois, on déforme les propos comme ça. J'ai pas dit qu'il faut pas utiliser le mot peuple. Au contraire, j'ai dit qu'il ne faut pas le réduire. Ce mot peuple est assez grand. Rachid Moukarani, je m'excuse. Juste pour mettre au clair, quand vous dites vous êtes devenu professionnel, vous parlez de qui, Rachid Moukarani? Par exemple, de plein de nos compatriotes d'ailleurs qu'on respecte tellement et qui n'hésitent pas à prendre des déclarations sur des réseaux sociaux, des moitiés de vérité et en faire une interprétation complètement déphasée du sens voulu transmettre. Donc ils n'y prennent même pas la peine parfois d'y aller vérifier. Ils se permettent des déclarations de ce genre et faire parfois même donner des exemples de revenir au parcours professionnel de la personne pour sous-entendre comme quoi la profession de travailler avec les animaux, comme si c'était quelque chose qui n'est pas d'une valeur immense, extrême d'ailleurs. Et ça, c'est ce sentiment-là. En fait, parfois, je me demande combien de temps il leur faudra encore pour dépasser toutes ces barrières psychologiques, pour évoluer en tant que citoyen qui assumera la citoyenneté dans le cadre d'une société civilisée. Donc, ce moment-là... Mais Rachid Moukarani, je pense que Nazim Zaidi a beaucoup parlé de votre analyse politique. Je ne pense pas qu'il vous a pointu du doigt par rapport à votre personne, à votre passé. Au contraire, il a parlé d'une analyse politique, de ce que vous êtes en train de dire par rapport à la situation politique. D'accord, très bien. Je réponds à votre question et j'y reviendrai d'ailleurs plus assez critique. Nous, on essaye en fait d'apporter une force de proposition, d'avancer. Nous ne sommes pas. Enfin, personnellement, j'aime toujours avancer quoi qu'il arrive. Et j'essaye toujours d'être positif. Donc, je réponds à votre question. Vous m'avez dit, est-ce que le pouvoir ne prend pas en otage le peuple aujourd'hui? Donc, je dirais peut-être qu'il faudra sortir de ce déficit d'inhibition latente en fait qui nous bloque
à notre vécu passé et qui nous empêche d'apercevoir réellement les nouveaux paramètres du présent. Aujourd'hui, il ne faut pas nier comme quoi, par exemple, pour ne citer que ça, les 3 responsables de l'appareil la plus importante en Algérie sont pendant les 30 dernières années, ils sont aujourd'hui en prison, à savoir les directeurs de la fameuse appareil de la sécurité intérieure. Ils sont en prison. Plusieurs cadres, presque la majorité des hommes forts qu'on a connus pendant le règne de Bouteflika, ils sont aujourd'hui devant les tribunaux. Rachid Moukrani, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, mais je vais vous la rendre. Est-ce que vous voulez dire que la justice en Algérie est indépendante, alhamdoulilah, et que tous ces gens dont vous avez cités, qui étaient responsables bien sûr de beaucoup si on peut dire, de beaucoup des choses, si on peut dire bien sûr, qu'on ne peut pas qualifier bien sûr de bonnes choses. Est-ce que vous pensez que la justice a fait son travail? Même les mots, j'arrive pas à les trouver, Rachid Moukrani. Est-ce que vous pensez que la justice est indépendante, qu'elle a fait son travail et qu'on est en train de voir une Algérie nouvelle, comme l'a dit Tebboune? Je vais vous répondre, Nassar, en très brièvement en plus. Écoutez, pour moi, la justice algérienne est une justice malade parce que nous l'avons héritée de 20 ans de déficit politique, de désastre politique même. Donc, c'est une justice malade. Mais si on se permet une analogie, un homme malade, ce n'est pas un homme réduit à néant. C'est un homme quand même qui peut accomplir certaines tâches. Donc, la justice algérienne aujourd'hui, certes, elle est malade, mais ça accomplit quand même certaines tâches comme un homme malade. Cette justice-là malade, justement, nous ouvrons pour la remettre sur ses pieds, pour aboutir un jour à une justice indépendante. Oui, c'est ça notre projet. Très bien. Adel Djebbar, à vous la parole. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut être dans une autre logique et qu'on ne peut pas tout le temps être... qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une situation politique, qu'il y a eu des changements, dit Rachid Moukrani. On a vu bien sûr les barons de ce régime aller en prison. C'est quelque chose que les Algériens ne pensaient pas voir. On a vu même les images de Yahya hier. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Djebbar? Ce que je pense que c'est encore une esbrouffe de la part du pouvoir qui veut nous embarquer sur des brouillards, du iCloud comme dans les téléphones. C'est changer pour ne rien changer. Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Algériens? Absolument rien. Il y a eu ce que disait Rachid, des patrons du DRS qui sont incarcérés. Les Algériens continuent encore à subir l'injustice, subir la dictature, saisir les dépassements, recevoir des convocations, se faire kidnapper, se faire mettre en prison de façon arbitraire. La matrice est encore là. Je vous dis, notre objectif, c'est d'enlever cet ADN de la répression et de la violence. Ce n'est pas une question d'homme. Yahya est en prison. Il a été humilié quand il a été présenté comme une bête de somme. Hier, la décision qu'il avait prise à l'époque d'interdire à un Algérien qui jouit de tous ses droits civiques d'aller faire juste sa prière. Makanch. Tabou. Il a parlé, il est en prison. Vous avez vu le simulacre de justice qui a prévalu pour le condamner. Rachid Nekez, Belarbi et des dizaines et des centaines d'autres militants qui ont été poursuivis. Arbitre de la dernière, c'est Mme Bouraoui, qui ont été incarcérés injustement, arbitrairement. C'est le fait du prince. C'est encore la force qui prévaut dans ce pays-là. Un corps malade est un corps à soigner. On n'essaye pas de l'accompagner dans sa maladie. Il faudrait le mettre sous perfusion, lui donner les antibiotiques qu'il faut et le réanimer. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Ce régime-là est dans sa logique répressive et il est dans son déni
dans son irraisonnement, dans son illogique, et il continuera comme ça tant qu'il détient les coffres du pays, tant qu'il détient les puits de pétrole, et tant qu'il détient le blindé par lequel il se protège. Les gens qui sont en train de défendre ce régime-là ne sont pas en train de défendre l'Algérie, ils sont en train de défendre un régime. Et le régime a suffisamment de moyens répressifs et financiers aujourd'hui pour s'acheter toutes les voix, toutes les sympathies et toutes les aides, aussi bien domestiques ou nationales qu'internationales. Et donc, qu'on ne nous raconte pas des histoires, qu'on nous dise Tawfiq est en prison, Tartag est en prison, comme le dernier des Mohicans qu'ils ont condamné à 8 ans de prison hier est en prison. Ceux qui l'ont remplacé n'ont pas changé de mind. C'est le même état d'esprit, c'est la même logique, c'est la même vision des choses. Ce régime-là est un régime illégitime. Il faudrait qu'on le dise une fois pour toutes et qu'on n'essaie pas de philosopher. Ce régime-là n'a qu'une seule destination, une seule direction, c'est prendre la porte et remettre les clés de ce pays-là au peuple. Maintenant qu'on nous dise, vous n'avez pas de gens pour vous représenter, les Algériens, je vous dis, sont capables de se faire représenter en 5 minutes, dès lors qu'il y a réellement une volonté politique de la part de ce pouvoir illégitime, une bonne foi de la part de ces gens-là pour dire « Venez, nous allons vous écouter et nous allons négocier des plateformes, des passerelles, des stratégies pour pouvoir faire partir ce régime-là graduellement et nous rentrer dans un régime civil, dans une doula madaniya que n'a jamais cessé de réclamer ce peuple. » Très bien. Restez avec nous, Adel Jabbar. J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission Zoubida Assoul, maître Zoubida Assoul, qui est aussi présidente du parti UCP. Zoubida Assoul, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation et bonsoir à vos invités. Yatik Saha, on vous remercie beaucoup pour votre temps. Zoubida Assoul, qu'est-ce que tout le monde veut? Qu'est-ce qu'il veut prouver avec ce remaniement ministériel? Non, je pense qu'il est en train d'essayer d'élargir un peu sa base de gens pour le soutenir dans sa démarche. En tout cas, c'est la seule explication que je puisse trouver. D'abord, c'est quelque chose qui, pour moi, en tant que politique, ne s'explique pas. Au moment où le pays vit une crise à la fois sanitaire, mais aussi une crise financière inédite, c'est incroyable de se retrouver avec un gouvernement de 45 membres. C'est vraiment de l'inflation, à mon sens. La deuxième des choses, et ce que je relève, ce que j'ai relevé d'ailleurs depuis le premier gouvernement, c'est que dans le discours du chef de l'État, il parle de diversifier l'économie, d'aller vers une économie hors hydrocarbures, de sortir de la dépendance des hydrocarbures, mais qu'en fin de compte, nous n'avons toujours pas de ministre de l'économie. C'est pas possible. Comment c'est-à-dire qu'on continue à naviguer à vue, chose qu'a faite Bouteflika pendant tout son règne, et en tout cas depuis qu'il avait promis aussi la diversification de l'économie depuis 2005 jusqu'à 2019, après jusqu'à son départ. Donc, en fait, c'est la même feuille de route. On ne veut pas qu'il y ait un ministère de l'économie, et d'ailleurs, ça devrait être un méga-ministère, à mon sens, un méga-ministère de l'économie et de la finance, parce que la finance chez nous n'a pas de sens, puisque nos finances, ce sont les revenus des hydrocarbures, encore une fois. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'un ministère des Finances. C'est un ministère des Comptes de l'Algérie. Il n'y a pas de finances hors les recettes des hydrocarbures, d'autant plus que même les impôts, les recettes des impôts, on est dans une situation assez complexe puisqu'on n'a pas encore modernisé la fiscalité, on ne l'a pas informatisé, on n'a pas fait vraiment une réforme fiscale profonde qui pourrait remettre l'Algérie sur une nouvelle voie. Donc voilà encore un point très important, c'est que nous n'avons toujours pas de ministre de l'économie et nous avons une inflation de ministères qui sont à la limite de la contradiction. C'est comme si on distribuait des postes ministériels à qui veut.
alors que ce n'est pas l'objectif. On devrait plutôt avoir un gouvernement très ramassé, avec des méga-ministères, mais avec des gens d'une grande compétence. Mais en plus, quelle que soit la compétence des personnes, tant que, et moi ça fait des années, depuis 2012 que je le dis, tant que nous n'avons pas réformé et modernisé l'administration de manière à faire un véritable partage de pouvoir, une décentralisation de la gestion, de la gouvernance et aller vers vraiment une administration totalement dépolitisée mais au service du citoyen et au service du développement local, on n'aura rien fait. Or, ces réformes-là, personne n'en parle. Donc, pour moi, remanier, pour distribuer, c'est vraiment pas ni l'intérêt de l'Algérie, encore moins de celui du peuple algérien qui est vraiment dans une situation de demande assez aiguë. Est-ce que vous pensez aussi, vous partagez l'avis de ceux qui disent que ce remaniement est beaucoup plus pour faire passer un message de dire que j'ai la légitimité et c'est moi qui gouverne. Et là, je parle de Tebboune. Ah, je pense que ça serait trop simpliste. Personne, enfin, sauf s'il veut se convaincre, mais je pense pas. Quand même, les faits sont là. Quand on gouverne, on n'a pas besoin vraiment de montrer de tels signes. Quand on gouverne, on prend des décisions, on applique les décisions, on met les moyens humains et matériels en place. On réforme pour que les décisions que nous prenons trouvent leur traduction sur le terrain et que le citoyen puisse voir les effets de ces décisions. Ce n'est pas vraiment nommer des ministres, c'est la chose la plus simpliste. Si c'est ça, gouverner, vraiment, on se trompe de gouvernance. Vous avez parlé des situations très difficiles, Zoubida Assoul, de la situation économique, bien sûr face à cette crise sanitaire. Comment vous voyez les choses si beaucoup d'observateurs disent que la crise est au sein même de ce régime qui n'arrive pas à trouver d'idées, qui n'arrive pas à avoir une vision pour s'en sortir de cette crise? Non, le problème qui se pose avec ce système, c'est que ce système est encore en train de continuer dans la même pratique ancienne qu'il connaît. De toute façon, il sait pas faire autre chose que cela, c'est-à-dire les mêmes méthodes, l'unilatéralisme dans les décisions. Donc, ce sont des décisions qui ne sont pas basées sur des institutions d'aide à la prise de décision, donc basées sur l'analyse, les statistiques, les données réelles, la concertation avec tous les partenaires sociaux, tous les partenaires, disons, de la société civile, tous les partenaires, y compris dans la gestion de la pandémie du Covid-19. Quand vous voyez que des médecins, des chefs de service, ils l'ont dit, qui ont été totalement écartés dans la concertation sur comment gérer justement la crise sanitaire, comment réfléchir pour la prévention, comment faire la stratégie de communication, il y a beaucoup de médecins qui ont signé, j'ai lu ça sur les réseaux sociaux, des chefs de service qui sont eux sur le terrain tous les jours et qui n'ont pas été consultés. Il y a les partenaires sociaux, il y a beaucoup de syndicats, des médecins, des praticiens qui n'ont pas été consultés. Donc, si on continue dans la même approche, c'est-à-dire l'unilatéralisme, c'est moi le chef, c'est moi qui décide, et bien voilà le résultat, on le voit, la cacophonie, on décide et puis on efface, et puis on revient sur les décisions, et puis on décide de déconfiner, et puis on revient, on dit non, on va encore confiner. Et ben voilà, le résultat aujourd'hui, c'est que devant cette cacophonie, devant cet unilatéralisme, on ne peut avoir que des résultats comme ça. Ce n'est pas possible. Regardez, il y a des pays voisins qui ont bien géré la crise du Covid et qui gèrent bien parce qu'ils ont une feuille de route, il y a une consultation, tout le monde participe. Il n'y a pas dans des pandémies, dans des crises,
Il n'y a pas de gouvernement et de non-gouvernement. Normalement, ce sont toutes les capacités de la nation qui devaient être mises en œuvre. C'est ça. Or, chez nous, ce système, il ne reconnaît pas les capacités de la nation. Il ne reconnaît que son pouvoir à lui, ou les gens qui gravitent autour. Donc, du coup, voilà, cette gestion-là, on sera tout le temps dans la cacophonie, que ce soit dans la gestion du Covid, ou dans la gestion économique, ou dans la gestion de la crise politique, puisqu'aujourd'hui, on a même sur le plan politique, on interdit aux uns et on ouvre à d'autres. On dit que l'Algérie est en confinement alors qu'on autorise des partis à faire des congrès carrément et à s'embrasser et à faire de la proximité physique et qui viole toutes les mesures sanitaires qui ont été décidées par le gouvernement. Alors que nous, l'opposition, on a respecté, on a toujours respecté. Et même quand on se réunit, on se réunit. On a même menacé. Et on respecte la distanciation physique et on porte des masques et tout ça. Alors qu'on voit qu'il y a des autorités qui aujourd'hui nous donnent des leçons pour le respect des mesures sanitaires, qui eux-mêmes n'ont jamais respecté ces mesures-là, qui ont autorisé le congrès du RND, qui ont autorisé la tenue du comité central du FLN, qui ont tout autorisé, mais de l'autre côté, pour l'opposition, voilà, on vient vous chercher des poux dans la tête, comme quoi on n'a pas respecté. C'est cet état d'esprit du deux poids, deux mesures. La loi s'applique qu'aux gens qui ne sont pas qui ne partagent pas la même vision du pouvoir, mais les gens qui applaudissent le pouvoir, ils ont droit à tous les passe-droits. Je ne dis pas qu'ils ont droit au droit, ils ont droit à tous les passe-droits. Donc voilà, c'est ça la situation que nous vivons aujourd'hui, qui continue de plus belle. Très bien, restez avec nous, Maître Zoubida Assoul. Nazim Zaidi, je reviens à vous. Comment vous voyez les choses? Vous êtes un jeune, Nazim Zaidi. Je suis vraiment très content que j'ai donné la parole à des jeunes, Rachid Mokrani, Nazim Zaidi. On espère bien sûr dans nos émissions valoriser la vie des jeunes dans nos émissions. Comment vous voyez la situation évoluer, Nazim Zaidi, face à ce régime qui ne veut pas céder? Là, si tu me permets, bien sûr, j'aimerais dire 2-3 trucs avant, si c'est possible. Donc, premièrement, j'aimerais dire bravo aux avocats. Madame Assoul, je la considère comme une avocate de la défense et je les remercie. Eux connaissent la réalité du terrain et du droit en Algérie. Ceux qui veulent me dire que la justice est malade, moi je dis que l'Algérien lutte pour avoir le droit d'avoir des droits. Le problème en Algérie n'est pas un problème économique, n'est pas un problème de finance, n'est pas un problème de remaniement ministériel. Ce sont des faux débats dans lesquels on est en train de plonger. Quand vous avez un peuple qui n'a pas le droit d'avoir des droits, là, il s'agit d'une révolution qu'il faut. La révolution, c'est un changement radical de toutes les pratiques d'un régime. J'aimerais aussi répondre à notre ami Rachid Mokrani qui m'a traité, qui a dit que je dénigrais le métier. Au fait, la déformation professionnelle, Madame Assoul, en tant qu'avocate, pourrait avoir une déformation professionnelle. Un médecin peut l'avoir. Ce n'est pas un dénigrement de parler de déformation professionnelle, mais c'est juste que c'est un phénomène sociologique, si je ne me trompe pas, qui fait que notre métier prend le dessus dans notre vie quotidienne. Donc ce n'était pas une insulte envers lui, mais envers M. Djilali. Enfin, pour répondre à comment je vois la situation, moi je suis confiant. Le régime réagit comme un sanglier. Un sanglier blessé est toujours plus violent. C'est toujours plus violent. Donc, le peuple algérien a fait preuve de maturité et continuera à le faire parce qu'il y a une situation sanitaire dangereuse pour le peuple algérien. Et il s'est porté garant, le Hirak a été le garant de la stabilité du pays par son pacifisme, de l'unité nationale quand on traitait le peuple de Cheikh Zema, quand on emprisonnait pour un drapeau. Il a répondu par le Wahda al-Wataniya wa Talibna Shar'iyya et il a suspendu ces manifestations pour protéger la santé publique. Le Hirak ne peut pas être une cause de la chute de l'Algérie, comme certains nous accusent de vouloir l'effondrement de l'État, mais ne font pas la différence entre l'effondrement d'un système et l'effondrement d'un État. Le plus grand garant de la stabilité de l'État algérien, c'est le peuple algérien. C'est la seule constante
dans un pays, c'est son peuple. Et son peuple l'a prouvé. Et le Hirak, puisqu'il ne faut pas parler de peuple, je vais parler du Hirak. Le Hirak a démontré une volonté politique de changement et il continuera à le faire. Ce régime-là continuera à réprimer, mais quand la vague économique viendra bousculer tous ceux qui ont soutenu ce régime, et quand il verra les quelques personnes, parce que je ne pense pas qu'ils soient si nombreux que ça, et d'ailleurs même les chiffres disent que Abdelmadjid Tebboune a été élu par 4 millions, sachant qu'il y a eu un trafic des élections, bien sûr, on n'y croit pas aux 4 millions, mais prenons les 4 millions, ça représente 1/10 de la population. Donc, je pense que même ces 4 millions-là vont faire Barakat. Et j'utilise le terme Barakat pour rendre hommage à ceux de Barakat qui ont dit Barakat à Bouteflika en 2014 et qui sont en prison aujourd'hui. On a réprimé des gens parce qu'ils ont dit non à Bouteflika. Et c'est toujours la continuité du système. Bouteflika, c'est en cours. Très bien, Nazim Zaidi. Rachid Moukarani, à vous la parole. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais faire le tour de micro à Adel Jabbar et je vais finir avec Zoubi Dassoun. Rachid Moukarani, le seul garant pour notre pays, c'est cette révolution. Si on veut arriver à bâtir une nouvelle Algérie, dit Nazim Zaidi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'utiliserai peut-être juste un mot, peut-être un mot à mon sens qui est plus approprié. Au lieu de des révolutions, peut-être, je dirais une dynamique sociétale profonde qui n'a pas vraiment commencé un 22 février, mais qui a commencé bien avant par des décennies de lutte et des sacrifices d'hommes et de femmes, de valeureux hommes et de valeureuses femmes pendant toutes ces années-là vécues sous un régime d'ailleurs, donc les débris en quelque sorte, on en a encore devant nous. Alors, cette dynamique-là, oui, c'est la seule garante d'un vrai changement profond avec le temps, réfléchi, graduel et surtout politiquement responsable pour une Algérie meilleure, bien sûr, celle aspirée d'ailleurs à part nos valeureux martyrs de la guerre de l'indépendance, ensuite de tous les militants qui se sont sacrifiés pour cette Algérie, et puis c'est le rêve de tous les jeunes qui ont sorti un 22 février pour crier haut et fort Jazair Hurra Demokratia, et c'est ça en fait ma motivation, ma conviction et mon espoir pour demain. Très bien, merci Rachid Moukarani. À vous la parole, Adel Jabbar. Comment vous voyez les choses? Nazim Zaidi a dit que le problème n'est pas économique, n'est pas social. Le problème est dans le régime lui-même. Non, moi je rectifie d'abord une chose. Rachid et Nazim ne sont pas des jeunes. Les jeunes sont au Sénat, ils ont 75 ans, 77 ans, ils sont à l'état-major, ils ont 80 ans et plus. Donc la prochaine fois, invitez la vieillerie, la brocante, pour nous parler de l'Algérie de demain avec de la brocante, avec de la vieillerie. Demain, il n'y aura pas de demain sous le soleil, tant et aussi longtemps que ce pouvoir-là est en place. Maintenant, on parle de transition démocratique. On a vu des pays qui nous ont précédés dans les transitions démocratiques. Ils ont suivi des gens qui ont été élus, qui leur ont fait couler des larmes, mais pas de sang, mais qui les ont sortis après 3, 4, 5 ans de souffrance économique et sociale pour des lendemains beaucoup plus radieux. Je citerai l'exemple de la Pologne que j'avais suivi en 1989. Aujourd'hui, la Pologne, après 30 ans, est une puissance économique. On était beaucoup plus avancé sur ce plan-là par rapport à la Pologne dans les années 89, parce que nos réformes économiques ont été entamées en 86 et puis elles ont malheureusement été stoppées de façon autoritaire par l'armée pour continuer à nous maintenir dans une affreuse dictature. Donc il n'y a pas de lendemain avec ces gens-là. Le seul lendemain possible, il appartient à ce peuple. Moi, le message que je lance aujourd'hui, je vous dis, notre pays court un très grave danger. Voyez ce que disent nos frères de l'extrême sud. C'est la première fois depuis 1962 que j'entends nos frères du sud parler de population sous un état de colonisation. Ils disent dans la Philistin, ce n'est jamais vu. Ces colères-là sont les prémices de quelque chose de très mauvais qui risque d'arriver en Algérie. Donc, qu'on fasse très attention. Je continue à croire que le seul qui est capable de sauver ce pays-là, c'est son peuple. Le peuple est dans
le vrai, le pouvoir est dans le faux. Ils ont toujours été dans le faux, ils continuent à être dans le faux. Donc, ils n'ont pas de solution à nous préconiser, à nous offrir et à nous proposer. Toutes leurs solutions sont malvenues parce qu'elles sont là dans le but unique de protéger et de faire perdurer ce régime-là, qui est un régime illégitime. Très bien. Merci à vous, Adel Jabbar. Dernier mot, Maître Zoubida Assoul. Zoubida Assoul, le peuple est dans le vrai, dit Adel Jabbar, et le régime est dans le faux. Mais une situation est très inquiétante aussi, que vous avez décrit, Maître Zoubida Assoul. Vous êtes aussi sur le terrain, vous voyez beaucoup de dépassements. Est-ce que vous êtes inquiète de cette situation, Maître Zoubida Assoul? Bien évidemment. Aujourd'hui, l'escalade de la répression, de l'incarcération. En début de semaine, on a eu le procès de Amira Boraoui, qui a quand même écopé d'1 an de prison ferme. C'est quand même une gynécologue. Amira Boraoui n'est pas une criminelle. Amira Boraoui est une femme politique, militante, dans le sens politique militante. Elle a toujours lutté contre le système que le pouvoir lui-même a traité de Issaba. Donc aujourd'hui, la retrouver en prison, c'est vraiment très, très inquiétant pour nous. Il n'y a pas que Amira Boraoui, il y a beaucoup de militants, beaucoup de politiques, beaucoup de détenus d'opinion. Trop, c'est trop, dans toutes les régions du pays, des jeunes. Aujourd'hui, dans les prémices de la nouvelle Algérie qu'on essaye de nous vendre, on voit qu'un jeune Algérien, une femme, un homme, un jeune qui juste poste son avis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, parce qu'en fait, il ne nous reste que l'espace des réseaux sociaux devant la pandémie du Covid-19. Voilà, toute personne qui critique, qui dénonce quelque chose de pas normal, contraire à la loi, contraire aux dispositions de la Constitution, aux droits garantis par la Constitution. Voilà, aujourd'hui, nul n'est à l'abri, n'importe qui peut se retrouver, même des avocats. On a un confrère qui est en prison alors qu'il est avocat. Le Conseil de l'ordre n'a pas été averti, comme stipule la loi sur l'avocature. Donc oui, effectivement, nous sommes très très inquiets de l'escalade de répression qui prend une nouvelle tournure. Mais moi, j'ai confiance en le peuple algérien, comme je l'ai toujours dit. Cette jeunesse est magnifique. Il y a beaucoup d'Algériens qui ont beaucoup d'intelligence, beaucoup de compétences aussi, beaucoup de maturité politique. Ils savent très bien les enjeux de ce siècle. Les Algériens sont conscients de l'importance de préserver notre pays. C'est ce que nous essayons en tous les cas de faire, nous, que ce soit dans notre démarche à la fois politique mais aussi militante des droits et des libertés de tous les Algériens et Algériennes. Mais aujourd'hui, il faut juste leur faire confiance. Ce n'est que question de temps. Et c'est pour ça que même moi, les gens qui étaient pressés de retrouver le chemin des manifestations pacifiques, j'ai appelé, j'ai pris mes responsabilités en tant que politique et j'ai appelé, j'ai dit patience. De toutes les manières, la révolution pacifique est un état d'esprit et cet état d'esprit, cette détermination seront au rendez-vous. Ils sont là. Ils seront au rendez-vous au moment opportun, mais il ne faut pas justement donner l'occasion à ce pouvoir encore de mettre plus de gens en prison parce que vraiment trop c'est trop. Et donc moi j'ai confiance, les choses finiront par donner raison au peuple. C'est toujours le peuple qui a raison et c'est les pouvoirs et les dirigeants qui doivent s'adapter au peuple et pas l'inverse. Très bien. Merci beaucoup, Maître Zoubida Assoul, pour votre analyse, pour votre temps. Présidente de l'UCP, avocate et présidente de l'UCP. Merci à Rachid Moukarani, militant politique qui était avec nous depuis la France via Skype. Merci à Adel Jabbar, qui était analyste politique, qui était avec nous depuis le Canada, et professeur Hamid Alouane, professeur d'économie, qu'on a perdu, malheureusement qu'on n'a pas pu avoir
une deuxième fois. Et merci à Nazim Zaidi, militant politique. Et je vous dis à demain. Ou